Les revenus par rapport aux micro-influenceurs, c'est une personnalité particulière qui permettra à leurs internautes en fait, de s'identifier à eux, Ouais, ainsi qu'une d'accord. personne aussi empathique. Ouais, Ce qui fait que la particularité aussi d'un micro-influenceur, c'est sa proximité avec les internautes, où sera assez dispo, il va interagir avec les personnes, ce sera aussi du contenu engageant et il va être particulièrement reconnaissant euh, envers sa communauté. ouais, Dans les domaines de spécialisation, on a relevé surtout le sport, gaming, les cosmétiques, la finance et la mode. oui, Euh, ouais, voilà. mais- d'accord. Oui, Bon, mais après, il y en a d'autres. il y en a d'autres, forcément. Allez-y, continuez. Ensuite, c'est une personne qui aura des valeurs fortes et qui va plutôt tendre vers la promotion de produits en adéquation avec ses valeurs et aussi son contenu de base avant qu'il soit micro-influenceur. Et on parle aussi de la volonté de se justifier, enfin de toujours justifier les partenariats qu'il fera avec des marques. Ouais, Et enfin, une forte présence sur les réseaux sociaux ou ces plateformes. Par plateforme, on peut entendre aussi blog, enfin d'autres manières de communiquer que via les réseaux sociaux. d'accord, ok. Euh, Très bien. Avant que vous voilà. passiez à la seconde caractéristique, est-ce qu'il y a dans la salle au sens large, il y en a qui ont pensé à d'autres choses ou qui ont peut-être encore plus généralisé ce que vient de dire votre prénom, pardon? Carla. Carla. Merci, Carla. Il y en a qui ont des choses à rajouter ou une perspective différente par rapport à ce que vient de mettre en avant le groupe de Carla? Oui, nous, on Allez-y. avait ajouté aussi quelqu'un de très engagé et passionné, qui est presque expert dans leur domaine. Je ne sais pas si Ouais, Carla ouais. l'a dit. Je pense elle a peut-être évoqué, mais effectivement, Je ne l'ai mais pas dit de cette manière, mais ouais, ouais, carrément. Ok. Individu ouais, c'est passionné. ça. Ouais. Voilà. Donc, individu passionné, effectivement, il y a une chose qui est commune euh, à l'ensemble des leaders d'opinion dans toutes les catégories de produits, c'est l'expertise. Euh, et l'expertise va forcément susciter la passion. Et cette passion, justement, ça va être l'un de leurs moteurs dans leur capacité à être en empathie avec les gens qui s'intéressent entre guillemets à eux, ce que vient de mettre en avant le Carla. Donc l'expertise est une caractéristique commune. D'ailleurs, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré la courbe de Rogers de diffusion de l'innovation et j'avais distingué de façon volontaire trois groupes d'individus que sont les leaders d'opinion, ceux dont on parle là, les innovateurs qui achètent la nouveauté et les lead users, c'est-à-dire ceux qui sont très impliqués et qui vont aider la génération d'idées. Alors justement, c'est une caractéristique commune aux trois types d'individus. Dans les trois cas, ils sont tous experts de la catégorie de produits ou experts du service ou quelque chose comme ça qui va les rendre passionnés. Mais après, effectivement, comme ça a été évoqué ici, le leader d'opinion ou le micro-influenceur, il va avoir d'autres caractéristiques qui sont différentes. Euh, 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 caractéristiques qui vont être différentes. Alors, Olivier pose une question tout à fait justifiée. Effectivement, si on est expert, on n'est pas forcément passionné, et je pense qu'on est passionné, mais peut-être que le fait d'avoir une passion va vous rendre expert. Donc, je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais dans tous les cas, pour faire écho à l'expertise, quand on va la décliner sur les individus et les influenceurs, l'expertise pour l'influenceur, elle va se décliner dans sa capacité à partager avec les autres et à être en empathie avec les autres, comme ça a été évoqué clairement par par Ah, Carla. Pardon. Carla. Merci, pas Clara. Est-ce qu'il y a d'autres choses que d'autres groupes ou d'autres... Oui, nous, monsieur. Oui, allez-y, Euh, la négo. on avait noté aussi le fait que c'était un influenceur était un peu comme une start-up. C'est-à-dire que son compte, il est tout le temps en croissance. Il cesse de grandir et du coup de faire grandir aussi sa communauté. Et en fait, au fur et à mesure, il propose du coup du contenu de plus en plus enfin, qualitatif parce qu'il voilà, il apprend à connaître de plus en plus sa communauté. Il sait exactement ce qui plaît. Et, Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai, et c'est ce qui devrait aussi logiquement orienter les marques dans le choix des gens avec lesquels elles vont s'impliquer.
parce qu'il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est passionné, qui grandit. Et si tel est le cas, peut-être que s'impliquer avec des gens qui vont durer, quoi, et pas faire des coups, comme ça a été souvent le cas au début de l'influence, et comme je pense que c'est encore beaucoup le cas. Alors, je voudrais revenir sur l'un des points que vous avez, je pense, j'imagine, tous évoqués, et au travers de Carla, c'est la taille de la communauté. Effectivement, c'est un point important. Et dans tous les cas, en fait, on peut être expert, mais si vous n'avez pas un réseau ou une communauté de gens qui vous suivent fortement, vous êtes expert, mais sans influence. C'est-à-dire que par définition, pour être influent, il faut non seulement savoir des choses, mais avoir un écho auprès de gens qui vous suivent. Donc la taille du réseau est importante, mais ça semble lié aussi, mais je pense que ça a été évoqué quand je suis passé dans les groupes. C'est la crédibilité qu'un individu a lorsqu'il parle de la chose. Et ça semble assez évident, mais typiquement, peut-être que dans ce cadre-là, même si je m'appelle Ronaldo et que j'ai 200 millions de followers, peut-être que je n'ai pas, et ce n'est certainement pas le cas, je n'ai pas de crédibilité pour parler de, je sais pas moi, de rugby. Et donc, c'est un point important. La taille n'explique pas forcément tout dans la capacité à faire le choix d'un individu plutôt qu'un autre. Donc, Oui, la taille du réseau, pardon. Oui, allez-y. nous, on a parlé de taux d'engagement de ces influenceurs-là. Parce qu'on disait que des gros influenceurs n'avaient pas forcément des taux d'engagement énormes, avec surtout des sites qui ne correspondent pas vraiment au cible de la marque. Alors qu'il y a des marques qui préfèrent travailler avec des plus petits influenceurs, mais qui ont des taux d'engagement qui sont très bons. Ouais. Du coup, et effectivement, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Le taux d'engagement, c'est une métrique qui est intéressante, mais misleading parfois. Et il faut effectivement faire un ratio idéalement, entre la taille de la communauté et le taux d'engagement. Et c'est qui a pris la parole là, à l'instant? C'était Césarine. Ouais, Césarine, merci. Comme le dit très justement Césarine, mieux vaut travailler avec des gens qui ont moins de taille de réseau, mais qui ont un engagement plus fort dans ce qu'ils mettent en avant dans leur poste, qui montre effectivement la capacité d'écho de leur communauté. Très bien, donc on a parlé de taille d'engagement, de taille, de crédibilité, d'expertise, d'empathie. Peut-être que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'ils sont en empathie, mais ce qu'a évoqué, je pense, au départ, Carla, c'est, et ce qui a été évoqué ensuite par Nono, c'est indirectement, c'est la capacité qu'ont ces influenceurs à être persuasifs, en fait. Quand je dis persuasif, c'est que vous pouvez très bien connaître beaucoup de gens, vous pouvez très bien avoir un réseau important, mais si ce que vous mettez en avant et si vous n'êtes pas forcément, vous ne suscitez pas l'empathie de la part de votre communauté, vous n'allez pas forcément avoir un impact positif sur la recommandation. Donc les gens qui sont influents, parce qu'ils croient aux choses qu'ils disent, eh ben, ils sont influents et persuasifs, entre guillemets. Ouais. Juste, monsieur, une petite remarque, non? Oui, allez-y, Cyril. Alors oui, j'ajouterais du coup à ce qu'a dit Clara, parce que Clara a mis proximité. Carla. Oh là là, même moi je m'embrouille. Pardon. Proximité avec les internautes, et nous on avait ajouté l'identification, parce que même si vous avez mis dans votre groupe personnalité particulière, etc., mais souvent on a l'impression que ces personnes, au final, elles sont un peu comme nous. On se dit, ah ouais, par rapport à un Ronaldo, on se dit quand même, les micro-influenceurs, on s'identifie beaucoup plus facilement, et donc forcément ce que va dire cette personne, elle s'adapte aussi enfin, ça se cale très très bien aussi pour nous, et que donc du coup on va avoir plus tendance à les suivre, à réagir et à acheter peut-être ce qu'ils vont promouvoir. Donc du coup j'ajouterais juste la petite notion d'identification. J'en avais parlé au tout début, qu'on peut s'identifier à la personne. Ouais. Ah oui, pardon. L'empathie, mais c'est pas grave. Hein. Ah oui, exactement, c'est ça. Moi, du coup, j'ai rien à ajouter alors. non, mais très bien, c'est pas grave. La répétition fait que on revient sur les fondamentaux. Donc, ouais, non, mais du coup, c'est bon. Ouais. C'est bon. Alors, simplement, parce que moi, j'avais, en fait, à l'époque, avant même l'influence, sachez qu'en fait, la notion de leadership d'opinion a été très largement travaillée, j'en ai parlé précédemment.
Si ça vous intéresse, il y en a que ça intéresse, parce qu'il y en a certains, entre guillemets, c'est un thème de mémoire assez à la mode, ça. Pour certains, j'en ai suivi un ou deux l'année dernière. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, à la fois récemment, mais pas récemment, dans la notion de leadership d'opinion, sur ce qui fait le leadership d'opinion. Et donc, on en revient à ce qu'on disait à tous, hein, mais au travers de ce que vous décortiquez, au travers de vos expériences sur les influenceurs en ligne. Donc, c'est l'expertise, la taille du réseau, la capacité de persuasion. Il y a un point important aussi, peut-être que moins dans un cadre digital que dans un cadre social et physique, ce sont des gens, comme ils savent qu'ils savent, ils ont en fait, entre guillemets, cette volonté de se mettre en avant et de beaucoup parler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils savent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas forcément imbus de leur personne, mais ils aiment briller en société quand ils parlent de choses dont ils sont au courant. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui. Et donc, du coup, ça devient, en fait, c'est une de leurs caractéristiques, mais du coup, tout ce qui va leur permettre de se mettre en avant dans leur communauté va être un prétexte pour la prise de parole. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et du coup, parce que ça ne fait que nourrir leur réputation. Et donc, du coup, ça devient, entre guillemets, l'un de leurs talons d'Achille. Parce que si la marque, c'est ça, elle va effectivement imaginer des choses où elle va les mettre en valeur. Ça vous parle ce que je dis là ou pas? Ouais. Donc, ça veut être, par exemple, les invités à des avant-premières, les invités à des tournages, les invités, etc., etc. Et pourquoi? Parce que par définition, quand ils ont l'impression qu'ils savent avant les autres pour dire aux autres, alors là, ils sont au paradis, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que souvent ils maintiennent le mystère. Par exemple, je ne sais pas, admettons s'il y a un lancement ou un meet-up ou je ne sais pas quoi. Enfin, souvent ils vont faire des stories où ils vont dire ah bah restez connectés dans 3 jours, à telle heure, il va se passer ça, et ils créent un mystère, une sorte de. Exactement. Exactement. Mais effectivement, ça suscite l'intérêt, l'attention. Et au final, ils sont assez. Enfin, c'est pas le fait qu'ils soient imbus de leur personne. Il y en a certains qui se prennent très au sérieux, hein, ou qui peuvent donner l'impression de se prendre très au sérieux, s'ils ne sont pas genuine, authentiques au sens premier du terme, comme ça a été mis en avant précédemment. Ouais. Ok. D'autres choses à rajouter sur leur profil ou pas? Je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Ok. Alors, où les trouve-t-on? Et on reste avec Carla, hein, puisque Carla a la main. Alors, je vais juste prendre la main. Voilà. Ouais, merci Antoine. Je suis du groupe, mais je reprends la main. Donc, merci, du coup, Antoine. mais de rien. Donc, nous, on se demandait justement où est-ce qu'on pouvait trouver ces influenceurs. Donc, tout d'abord sur les réseaux sociaux, hein, donc à peu près tous. On a mis aussi Twitch, YouTube. Ouais. Et puis LinkedIn, évidemment, parce qu'en réalité, maintenant, il y a des influenceurs LinkedIn qu'on voit et qui nous racontent leur vie assez souvent. Et puis voilà, sur Twitch et YouTube aussi. En fait, tout va un peu de pair. En réalité, ils ont à peu près tout, ils sont très connectés. On a aussi parlé des blogs et des forums qui peuvent paraître un petit peu désuets, mais en réalité, il y a toujours justement des forums comme le 18-25 ou alors aussi dans les jeux vidéo qui restent assez actifs. Et il y a vraiment des personnes sur ces forums qui sont très actives et qui finalement commencent à avoir une certaine notoriété justement de leur présence sur ces réseaux et qui vont justement se transformer en micro-influenceurs. Voire même en influenceurs tout court. Il me semble que c'était Mamie Twink qui fait de l'urbex maintenant, mais qui a été justement beaucoup sur ce genre de forum au début et donc qui était surtout très actif par rapport à des jeux vidéo et qui maintenant, il me semble, quasiment 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc voilà. On les trouve aussi du coup à des events, évidemment, dans la presse spécialisée et puis aussi dans certains programmes télé ou replay. Ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait par rapport au fait que des micro-influenceurs, ils sont surtout
experts dans leur domaine, ou du moins passionnés. Donc, du coup, ça va être un petit peu des contacts privilégiés quand justement il va falloir parler d'un phénomène ou de quelque chose, que d'aller voir ces personnes-là, justement, qui ont déjà une petite influence et justement un visage familier pour certaines personnes. Ouais, complètement. Ouais, très bien. Merci Voilà. Antoine. Il y en a d'autres qui veulent rajouter des choses sur le B2C ou pas? Alors, je vous rejoins totalement. La seule chose peut-être, il y a un point en fait qui est, parce qu'effectivement, mais c'est lié à votre génération. En B2C comme en B2B d'ailleurs, les leaders d'opinion, ils ne sont pas forcément qu'en ligne, hein. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous êtes très impliqué dans un sport, par exemple, et que faites partie d'une association à la fois dans un monde B2C, dans un monde B2B encore plus, il y a souvent des salons, des événements où on va retrouver des leaders d'opinion ou des influenceurs parce qu'ils vont être invités pour prendre la parole, ils vont être invités pour donner leur avis. Quand vous avez des grosses associations, en fait, à la fois dans le domaine professionnel, mais en B2C ou dans la vie de tous les jours, les gens qui font partie de la présidence des associations ou dans le bureau, entre guillemets, sont des gens qui, certes, veulent faire du bien aux autres au travers de leur implication associative, mais il y en a certains qui voient aussi ça comme un moyen de s'informer sur un sujet donné, mais qui voient également, pour cultiver leur expertise, mais qui voient également ça comme moyen d'avoir des leviers en fait, d'influence et de diffusion sur des contenus ou des choses qui les importent. Et en particulier dans le monde B2B, et c'est pour ça que bien avant le Covid, hein, les salons professionnels ont toujours été des endroits où on peut trouver et on peut repérer des gens qui sont influents. Ils sont invités pour faire des keynotes, ils sont invités pour faire des confs, etc., etc. Et c'est un moyen pour eux de faire passer des messages, mais également de se valoriser auprès de leur audience, mais également de nourrir leur expertise pour aller chercher de nouvelles informations qu'ils pourraient renvoyer à leur communauté. Ouais. Voilà. D'autres choses ou pas? Nous, monsieur, on a ajouté tout ce qui était Meetup. Par exemple, en Ouais. Suisse, il y a le Royaume du Web où ça regroupe Ouais, tout à fait. une grosse partie des influenceurs. Ouais. Aux États-Unis, là, bientôt, il y a le ePeople Choice Award où c'est vraiment une élection, en fait, un petit peu l'équivalent des Energy Music Awards pour les influenceurs. Mais j'ai pas l'impression qu'en France, ce soit énormément développé. Ouais, mais c'est un bon point. Il y a, en fait, merci d'avoir. J'imagine que vous connaissez tous Meetup, la plateforme ou pas? Ah. Vous connaissez la plateforme Meetup ou pas? C'est au-delà de l'expression. Non. En fait, Meetup, c'est une plateforme qui permet simplement d'organiser des événements sur différents types de sujets que vous pouvez mettre en œuvre. Et aux US, en fait, ça fait longtemps que ça existe, hein. Au niveau local, en fait, moi, j'avais organisé avec un autre collègue. On avait notre boîte à cette époque-là. Et on pensait qu'on avait des choses à raconter sur le digital. Et au niveau local, on organisait via Meetup, en fait, qui permet simplement de gérer de l'event, hein. Vous sélectionnez un événement, vous sélectionnez une catégorie d'événements, et ça vous permet de mettre en place un forum. Et puis, c'est comme si vous mettiez en place une invite ou un événement sur Facebook. Et qui permet en fait de rassembler les gens, de les faire venir. Et ça marche. Il y a des gros meet-up au-delà de ce que vous venez d'évoquer, mais tout ce qui va être moyen d'impliquer les gens du on vers le off est vraiment très important. Mais j'ai essayé de faire ça à Paris à un moment, ça ne marchait pas aussi bien. Même si je sais que ça marche sur par exemple, il y a des gens qui sont férus de techno et qui vont échanger on et qui vont ensuite se retrouver entre eux pour parler de choses et d'autres, quoi. Mais effectivement, ouais. D'autres points ou pas? En B2B, est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient d'autres idées que celles qui ont été évoquées par Antoine et son groupe? Nous, on a parlé des cercles d'amis. Ouais. Parce qu'en fait, on est parti du principe que pour des sujets très précis, en général, tout le monde se connaissait.
et que du coup, il y avait énormément d'influence dans ces pairs-là et donc via notamment les salons professionnels, mais surtout entre amis en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qu'essaie de refaire en fait les réseaux sociaux à la fois entre amis, parce que vous pouvez tous créer des groupes et faire des choses et échanger des groupes sur un sujet d'intérêt particulier, au-delà du fait que vous voulez monter une soirée ou je ne sais quoi. Mais effectivement, vous avez raison. Et d'où l'importance du réseau d'amis qui peut effectivement être un point d'entrée pour aller chercher du contenu. Peut-être que parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont plus féris d'autres choses et qui vont pouvoir vous aider, vous orienter. Ouais. D'autres points ou pas? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Pourquoi je vous fais faire cet exercice-là? Ça paraît tout bête, mais c'est des choses qui sont évidentes. Mais ça sous-entend qu'en fait, tout le monde, enfin toutes les marques ou toutes les organisations ne doivent pas faire ce que leur agence leur dit de faire. C'est que pour faire les choses, il faut prendre le temps de comprendre sa cible, de savoir où est-ce qu'elle est. Une fois qu'on sait où est-ce qu'elle est, de choisir le réseau qui va être le plus opportun par rapport à ce qu'on veut faire. Et ce n'est pas la taille du réseau qui va importer, c'est le niveau d'engagement dans le réseau. On le verra tout à l'heure, le taux d'engagement sur Facebook baisse d'année en année, même si c'est la plus grande des communautés. Ce qui va expliquer effectivement que malgré ça, le coût d'un post vient auprès d'un influenceur est finalement pas très important par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres réseaux. Je vous donnerai des chiffres là-dessus plus tard. Mais voilà, donc c'est raisonner par rapport à la réalité de votre cible, raisonner par rapport à la réalité de la cible, est-ce qu'elle fait où et comment, sur quel réseau. On viendra là-dessus en essayant de comparer, mais si vous êtes tout à fait capable de le faire, Twitter, Facebook, Insta, TikTok, et j'en passe. OK. On arrive au dernier point sur comment les activer et ce qui les motive. Je laisse la parole à Carla. Oui, je vais reprendre. Du coup, pour ce qui les motive, ça rejoint un peu par rapport à leur profil ou tout ce qui est la passion de leur domaine. Donc, on a évoqué tout ce qui est, par exemple, sport, beauté, etc. Donc, je pense que quand ils sont quand ils sont passionnés par leur domaine, c'est plus facile d'en parler. Et justement, ils peuvent partager leur expertise et partager leur passion sur tout leur réseau, etc. Également, travailler avec des marques qu'ils aiment et qui sont en adéquation aussi avec leurs valeurs, etc. Peut-être on avait un exemple de, par exemple, si quelqu'un est axé peut-être écologie, développement durable et travaille avec une marque qui vend des produits dans cette ligne édito, je pense que la personne, ça motive encore plus ses valeurs, etc. Ouais. On a quand même mis l'argent, parce que je pense que de prendre ça en compte. Ouais. Et aussi la volonté d'étendre sa communauté, justement de grandir et de passer peut-être de micro-influenceurs à plus gros. Rencontrer aussi de nouvelles personnes, tout cet aspect d'interaction, interagir, envoyer des DM, vraiment l'aspect partage et aussi l'aspect peut-être flatter son ego, peut-être dire que la personne elle a une influence, elle peut avoir une parole peut-être à quelqu'un et que peut-être justement recevoir des messages qui la flattent, etc. C'est toujours plaisant, donc aussi cet aspect-là. C'est ça. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent rajouter des choses? Pardon. Un aspect psychologique pour tout ce qui est flatter l'ego, etc. Oui, tout à fait. Et on retrouve pleinement l'un de ces talons d'Achille dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, c'est le fait d'être expert vous pousse à toujours en savoir plus avant les autres, et parce que vous aimez finalement certainement être flatté, et donc ça, c'est un vrai point. Donc la marque a tout intérêt à le brosser dans le sens du poil, mais ça va aller dans le sens aussi de la capacité de la marque à donner accès à des informations exclusives avant les autres, qu'il pourra relayer dans sa communauté. C'est les avant-premières, participer à des événements, participer à des choses avant les lancements, de façon à, pour faire écho à, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, j'ai participé à ça, je vais vous révéler des choses dans 4 jours, etc. etc. Donc, ça fait partie des moteurs du leader d'opinion ou du micro-influenceur. Ouais.
Euh, On avait ajouté, Oui, allez-y. oui, alors on avait ajouté aussi la notion de gratuité, donc notamment dans la gratuité pour les produits, parce qu'en général, ils vont Ouais. recevoir tout gratuitement et du coup, franchement, ça motive pour certains produits enfin, qui peuvent être très très chers finalement quand on va les acheter. Et il y avait aussi l'expérience influenceur, bon, c'est comme ça qu'on l'a appelé avec le groupe, mais tout ça pour dire que par exemple, ils vont les envoyer, je sais pas moi, à Los Angeles, je sais pas, pour Ouais. promouvoir un produit L'Oréal ou voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a toute cette expérience influenceur qui fait quand même rêver, je pense, surtout pour des personnes qui parfois sont très jeunes, etc. Donc, le fait juste de pouvoir voilà, participer à des défilés, par exemple Dior, etc., pouvoir voyager, enfin, vraiment toute l'expérience influenceur qui doit être vachement motivante. Je Exactement. ne Et sais ça pas si rejoint la derrière, ils notion sont rémunérés. Je ne sais pas s'il y a rémunération plus voilà, tous les voyages, etc. Mais en tout cas, je pense que même s'il n'y avait pas de rémunération, que c'était juste le voyage offert, enfin, ça motive. Oui, tout à fait. Mm. Parce que c'est un caractère exclusif. Ça rejoint ce que j'ai essayé d'évoquer précédemment, c'est l'exclusivité d'accès à quelque chose Ouais, que les autres ouais, n'ont pas et que les autres vont valoriser. Parce exactement. que Ouais. Donc ça, c'est effectivement, ça rejoint pleinement ce que vous venez de mettre en avant. Ok. D'autres Monsieur, points? moi, Oui, allez-y. j'ajouterais que pour certains influenceurs, finalement, ça les légitime de travailler avec des grandes marques. Et Pleinement, que ça leur amène aussi un côté professionnalisant à leur compte. tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est un très bon point ce que vous mettez en avant, parce que c'est ce qui va permettre aussi à certains influenceurs d'en faire un taf et de Mm. professionnel. Quand je dis un taf, c'est pas ce que j'entends par là, c'est que il faut qu'ils deviennent pros dans la façon dont ils vont faire le taf qu'ils sont censés faire avec les marques. Et ça, effectivement, ça les légitime dans leur capacité à être ce qu'ils sont, quoi. Mais pleinement, je suis d'accord avec vous. Et monsieur, moi j'ai une question. Oui. Vous pensez pas qu'il va y avoir des limites à ça parce que justement ça peut leur donner de la notoriété aux influenceurs. Donc par exemple un influenceur qui va travailler avec L'Oréal, grand groupe, etc. Ça va lui donner un gage de crédibilité. Mais d'un autre côté, est-ce que des fois la marque elle a pas peur en fait de travailler avec un influenceur parce que je me dis moi parfois ah oui c'est bizarre cet influenceur là il va bosser pour cette marque. Moi je trouve que des fois ça va entacher un petit peu justement l'image de marque. Je suis d'accord avec vous parce qu'en fait, je comptais en parler après. J'ai quelques cas à partager avec vous, mais je vous en prie, c'est un très bon point. Ouais, ok. Je... Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, et c'est peut-être pour ça que vous êtes autant en empathie, je pense, avec le sujet, l'influence marketing, c'est un sujet qui est chaud, et on pense que l'influence marketing, ça marche tout le temps, que ça ne procure que des résultats positifs. Bah non, parce que si par rapport à ce que vous venez de mettre en avant, bah, il n'y a pas forcément de fit, et il peut y avoir des prises de parole qui vont nuire à l'image, et ben oui, ça fait partie des limites. Est-ce à dire que toutes les marques doivent tout contrôler avant qu'ils publient? Ben non. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, on est dans du top-down encore et on va perdre une partie de l'authenticité des messages. Donc, ça voudrait dire aussi qu'il faut être capable de bien briefer et de donner, entre guillemets, un brief créatif, entre guillemets, en laissant la créativité nécessaire aux influenceurs de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais en étant capable d'encadrer ce qu'ils vont faire dans la capacité à dire et à faire des choses qui sont légalement possibles. Pourquoi? Parce que, par exemple, je crois que je disais, c'est Kim Kardashian qui avait recommandé un truc et qui bossait pour un labo pharmaceutique. Et en fait, elle a recommandé quelque chose qui s'est avéré pas légal, tel que, non, en fait, dans l'usage, qui n'était pas autorisé par un organe aux États-Unis qui contrôle la diffusion des informations sur les usages des produits. Et typiquement, bah, ça a été un flop qui a certainement nui à l'image du laboratoire pharmaceutique en question, mais c'est peut-être lié aussi au fait que ça n'a pas été assez encadré en amont dans la capacité à encadrer le brief créatif ou l'accompagnement de l'influenceur dans ce qu'il peut dire ou ce qu'il ne peut pas dire, eu égard à la législation, par exemple. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que, en tout cas, moi, je le perçois comme ça, c'est l'influence, ça ne marche pas toujours, quoi. Il y a des fois où ça marche, ça fait tout l'effet inverse.
il y a un point qu'on n'a pas évoqué peut-être, qui est lié à… Est-ce que vous pensez que travailler avec un influenceur pour une marque donnée nécessite forcément l'exclusivité, en fait? Vous comprenez ce que je vous pose comme question ou pas? Est-ce que… Selon le domaine de l'entreprise, oui. Parce que si c'est des marques vraiment concurrentes, si l'influenceur travaille pour les deux marques, enfin, il perd sa crédibilité même d'influenceur en fait. Exactement. Donc, effectivement, il y a des choses… Moi, je suis assez halluciné parfois quand je vois passer des choses de gens qui endossent tout et n'importe quoi et qui n'hésitent pas à travailler pour d'autres marques qui sont dans le même environnement. Je trouve qu'au final, ils perdent toute crédibilité, en fait. Donc, ça sous-entend également que la marque, dans le choix de ses partenaires, doit faire son travail en disant, si je travaille avec lui, jusqu'à présent, est-ce que il a été fair et sérieux dans la démarche? Ça peut s'encadrer d'un point de vue légal, hein. Une exclusivité pendant 3 ou 12 mois, je ne sais pas, après ça dépend de la catégorie de produit, mais l'exclusivité ad vitam aeternam, ça n'a pas forcément de sens, quoi, je pense aussi. Pourquoi? Parce que si, je vous donne un exemple tout bête, un produit de beauté, on sait tous qu'on utilise tous des produits différents pour faire des choses différentes. Donc l'exclusivité n'a de sens que de façon ponctuelle. Ça a peut-être du sens quand vous allez parler d'une marque d'automobile, parce qu'a priori, on a rarement plusieurs voitures en même temps, mais voilà, ça doit s'entendre également de cette façon-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points sur lesquels vous souhaitez revenir? Sur le comment les activer, là? Ouais. Mais le comment les activer, c'était effectivement lié à leurs caractéristiques et à la façon de les impliquer, quoi. Ouais. OK. D'autres points ou d'autres questions ou pas? Non. Alors, avant de faire si je propose, c'est de faire une mini-pause, je vais lancer un sondage là, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire. Vous devez voir le sondage qui devrait réapparaître sur votre écran. En tout cas, peut-être que c'est moi qui devrais… si je reprends la main, je vais reprendre la main, car là, parfait. Simplement pour avoir du feedback sur ce qu'on vient de faire et pouvoir continuer ou pas à le faire dans l'avenir. OK. C'est des choix multiples, hein, j'ai oublié de vous le dire, donc vous pouvez choisir plusieurs modalités dans la réponse aux questions. Donc vous pouvez répondre oui aux 4, etc., etc. Okidoc. Il y en a qui continuent à répondre. Excusez-moi, je ne suis pas sûre de savoir où se trouve le sondage. Allez voir, je pense, regardez en bas à droite, vous savez, les petits points, peut-être que vous allez le trouver là. Alors, les petits points. Mais comme je ne vois pas ce que vous voyez… Moi, je vois votre écran avec le sujet de la réunion, rejoindre l'audio. Peut-être que les autres peuvent commenter. Ou le sondage est arrivé directement ou pas? Moi, il est arrivé directement sur mon écran. Et sinon, à côté de Moi converser, aussi. à côté de partager l'écran, tu as sondage. Ouais, il y a sondage, allez voir. Et tu peux cliquer dessus. Ah, mais perso, j'ai pas sondage. Bon. Tout en bas sur la ligne grise. Non, moi je l'ai pas non plus. Moi, j'ai sondage. participé, conversé, partagé l'écran et enregistré. Participer, peut-être? Non? Non, malheureusement, je l'ai pas. Non, mais c'est pas grave. Bon, j'espère que vous allez… C'était simplement pour avoir un retour pour moi. Alors, je vais mettre fin au sondage, peut-être, mais non pas que je ne veux pas que tout le monde participe, mais simplement pour vous montrer Et là, logiquement, vous devriez avoir le partage. Donc, effectivement, vous avez trouvé ça plutôt utile. Et effectivement, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour essayer de rythmer cours, exercices en particulier par rapport au distanciel. Bon. Après, c'est vrai que c'est difficile parfois d'essayer d'animer
à distance, on est à la fois nombreux et pas nombreux, donc c'est parfois compliqué. Bon, j'espère que c'était utile. Vous voulez qu'on fasse une mini pause? J'en ai besoin, moi. Oui, si vous voulez. Ça vous va? On se retrouve il est 10, on se retrouve à 20. Et Ok. puis 25 si vous voulez. Et 25, allez, 25, et après on finit l'influence. OK? Ok. Ok, parfait. À tout à l'heure. À tout. À tout à l'heure.